démarrer cette réunion qui est la troisième du genre. Hein. C'est un ensemble. On a commencé par les accords de performance collective, puis par le PSE. Maintenant, on va attaquer la RCC et les plans de départ volontaires. Agnès, notre secrétaire générale, a mis en place ce cursus pendant le confinement parce qu'on s'est dit que la crise sanitaire risquait de se poursuivre par une crise économique et qu'il fallait armer nos délégués syndicaux et au-delà nos adhérents sur ces sujets-là, dont certains étaient monde, hein, inconnus, les accords de performance par exemple. Et donc, on attaque le troisième item. Les deux premiers ont rencontré beaucoup de succès, puisqu'on était autour de 92 participants. Là, actuellement, on est 58. C'est le vendredi et fin d'après-midi, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est déjà bien. Donc, le principe, c'est que nous, le 60, faisons appel au cabinet sextant de manière à obtenir une intervention experte. Et nous travaillons avec le cabinet sextant depuis pas mal d'années maintenant. Ceux d'entre vous qui nous suivent depuis un moment ont pu voir que nous faisons intervenir le cabinet sextant dans les forums en présentiel. Et d'où l'idée d'intégrer le cabinet sextant dans ce sujet de webinar. Donc, nous vous invitons vivement à faire appel à ce cabinet. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler un vrai partenariat avec des... Véronique, si tu voulais couper ton micro et ta vidéo, ça nous aiderait bien, s'il te plaît. Oui. Merci. Là, tu es toujours en vidéo, Véronique. Je vous rappelle tous de bien vouloir éteindre le micro et de ne pas être en vidéo. Merci. Donc, c'est donc le troisième item. Bien entendu, en cas de difficulté, votre premier interlocuteur, c'est le syndicat. On a des gens qui sont dédiés au support des sections syndicales. Hein. Le deuxième interlocuteur, c'est très souvent l'expert. Et c'est pour ça que Sextant est là et qu'on vous le présente, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et le troisième interlocuteur, c'est l'avocat. Donc, sont assurés cette présentation Nathalie Boisson-Ziskind, qui est consultante, elle se présentera ensuite plus détaillée, consultante à Sextant et qui a déjà présenté le webinaire sur le PSE. Donc, un grand nombre de personnes connaissent déjà Nathalie. Et Bertrand Leplay, qui est également consultant à Sextant et qui suit particulièrement le 60 depuis quelques années. Et bien sûr, nous avons Agnès, notre secrétaire générale, qui suit tout ce qui se passe. Voilà, donc le principe, c'est que Nathalie va présenter son webinaire. Vous posez des questions uniquement par chat. Donc vous avez le petit bouton là en bas, chat, et vous avez accès à tout ce qui s'écrit. Uniquement par chat, et Benoît fait son affaire de compiler les questions, et de temps en temps, Nathalie fera une pause pour qu'on traite vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, c'est prévu pendant toute la durée du webinaire. Bien, ben, je vous remercie, et puis je passe la parole à Nathalie. Nathalie, oui. Et à Bertrand, s'ils veulent bien se présenter et présenter le cabinet. Okay, bah Benoît, je te laisse te présenter rapidement, puis après je déroule. Oui, bonjour à tous. Donc, Benoît Leplay, parfois Bertrand, mais en l'occurrence Benoît Leplay. Ah, pardon. Aucun problème, oui. Son prénom de bottom, c'est Benoît.
Voilà, le vrai prénom, c'est Benoît. Donc, oui, certains d'entre vous me connaissent. Je suis consultant chez Sextant depuis déjà une dizaine d'années. J'interviens particulièrement sur votre champ et plus particulièrement sur les problématiques sociales. J'ai la chance, qu'on m'ait confié le partenariat avec le Sixty qui fonctionne très bien. On en est très, très heureux. Et j'ai la chance, effectivement, d'inviter aussi des consultants experts comme Nathalie qui vont venir présenter des sujets aussi complexes que les plans de départ volontaires ou les ruptures conventionnelles collectives. On sait que parmi certains d'entre vous, vous êtes déjà confrontés et complètement dans l'œil du cyclone en la matière. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, comme le disait Louis, à poser vos questions, surtout par chat. Et puis, moi, je les poserai au fur et à mesure à Nathalie. À tout à l'heure. Ok, merci Benoît. Donc Nathalie Boisson-Ziskine, effectivement, je pense que je connais certains d'entre vous puisque je suis déjà venue faire des formations et des présentations en présentiel au Sixty. Donc je suis juriste en droit du travail de formation. Je suis la juriste de référence chez Sextant et depuis 2 ans, je suis surtout formatrice puisque nous avons ouvert un département formation qui marche plutôt bien et qui propose des formations, notamment sur les thèmes qu'on va voir aujourd'hui, donc plus détaillés bien entendu et plus longs. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler des ruptures de contrat, des ruptures pour motifs éventuellement économiques, des ruptures collectives de contrat qui se font de façon volontaire. Donc, je vais vous présenter 2 dispositifs, ce qu'on appelle le plan de départ volontaire autonome et, ce qui est plus récent, la rupture conventionnelle collective, qui à la fois se ressemblent et ne se ressemblent pas. Voilà. Alors, déjà, précision, vous allez peut-être être surpris, mais souvent le volontariat dans les procédures de réduction de l'effectif collective, c'est essentiellement l'employeur que ça arrange. C'est d'ailleurs pour ça que souvent il est d'accord. Je ne dis pas que ça n'arrange pas les salariés, mais je dis que c'est l'employeur qui y a le plus intérêt. C'est important que vous intégriez ça tout de suite, parce que quand vous allez être en phase de négociation, il faudra que vous vous rappeliez que vous êtes en position de force. Beaucoup d'employeurs ont envie de restructurer. Alors, soit diminuer la masse salariale, réduire l'effectif, etc. Sauf que, ils le savent bien, les licenciements économiques, c'est compliqué. C'est risqué d'ailleurs. Ça peut coûter cher. On peut se retrouver devant le juge. Bref, souvent pour l'employeur, comme je l'écris là, le mieux, ça serait quand même que tous les départs soient volontaires. Ça, pour lui, c'est important. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler. Sachez qu'il y a 2 possibilités, quand on veut réduire l'effectif, quand on veut faire partir des gens, il y a 2 possibilités légales qui existent. Une qui est ancienne, de faire partir des gens uniquement de façon volontaire. C'est ce qu'on appelle les plans de départ volontaires autonomes. Là, on vise en fait le mode de rupture du contrat de travail. Ces plans de départ volontaires autonomes, le terme autonome étant une création jurisprudentielle, sont régis par le droit des licenciements économiques collectifs, ce qu'on appelle souvent PSE. Ils peuvent être négociés ou ils peuvent être élaborés dans un document unilatéral de l'employeur. Ça, ce sont les plans de départ volontaires autonomes. Dispositif créé par les ordonnances Macron de 2017 et gravé dans le marbre par la loi de 2018, les ruptures conventionnelles collectives. Alors ça, c'est un mode de rupture, c'est un dispositif qui est placé hors droit du licenciement économique. En fait, il est placé dans une partie du Code du travail qui s'appelle « Autre rupture du contrat de travail ». Et là, la rupture conventionnelle est obligatoirement négociée. Dès le début, là, je vous le dis, pas de négociation, pas de rupture conventionnelle collective. Je le rappelle, on vise bien des dispositifs qui vont se traduire uniquement par des départs volontaires. Il ne doit pas y avoir de licenciement. Alors, on va déjà voir de quoi on parle. Et à la fin de cette séquence, je vais vous présenter les règles. Et à la fin de cette séquence, je ferai une première pause pour des questions-réponses. Plan de départ volontaire autonome. Donc, je vous l'ai dit, il est partiellement soumis au droit du licenciement économique. J'insiste, tous les départs sont volontaires. Pour que l'employeur puisse se revendiquer d'un plan de départ volontaire autonome et pour qu'il puisse se dispenser d'appliquer certaines règles du licenciement économique, il faut que tous les départs soient volontaires. C'est-à-dire que le projet doit être très clair. S'il n'y a pas écrit dans le projet de votre employeur, au cas où il n'y aurait pas assez de départs, là il y a quelqu'un qui a ouvert son micro parce que j'entends un écho. Au cas où il n'y aurait pas assez de départs, on ne licenciera pas.
vous devez demander à le faire ajouter. L'employeur doit prendre un engagement ferme, écrit, formel sur ce point. Il y a deux sortes de départs volontaires. Il y a celui où l'employeur dit « je veux faire tant de départs, point ». Ça, c'est le premier type de plan de départ volontaire. On est 2000, je veux passer à 1800. Il y a aussi des plans de départ volontaire autonomes qui sont adossés à un projet de réorganisation. Et dans ces cas-là, l'employeur il va dire « je vais supprimer tel poste, peut-être en créer d'autres ailleurs, peut-être en bouger certains, mais je veux que tous les départs soient volontaires ». De toute façon, dans les deux cas, il n'y a pas de licenciement. S'il n'y a pas assez de départs et que l'employeur veut passer à la phase de licenciement, il devra réouvrir une procédure globale. Ceci étant posé, je vous ai dit, les plans de départ volontaires autonomes, également connus sous l'acronyme PDVA, ils sont soumis à certaines règles du droit des licenciements économiques. Bien entendu, vu la nature des ruptures de contrat, il y a des règles qu'on ne va pas obliger l'employeur à appliquer parce qu'elles ne seraient pas du tout adaptées. Ce qui est toujours obligatoire dans un plan de départ volontaire autonome, c'est l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui, à minima, comporte tout un ensemble de mesures d'accompagnement au reclassement externe. Outplacement, éventuellement congé de reclassement, formation financée, aide à la création d'entreprises. Toutes les mesures que comporte normalement un PSE quand il y a des licenciements. D'autre part, un plan de départ volontaire autonome, il est soumis à la procédure d'élaboration du PSE, des autres PSE, puisqu'il est soumis au droit des licenciements économiques, il est soumis à la procédure d'élaboration. On l'a déjà vu en voyant le PSE, mais il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là, donc on va la revoir de façon synthétique, page suivante. Ce qui n'est jamais obligatoire pour pour savoir qui part, c'est ce qu'on appelle l'ordre des licenciements. Ceux qui connaissent le PSE le savent, c'est pas parce qu'on a supprimé un poste que le salarié qui est positionné dessus va être licencié, et c'est pas parce qu'un poste n'est pas supprimé que le salarié positionné dessus ne sera pas licencié. On réunit les salariés en catégorie professionnelle, on leur applique des critères d'ordre. Quand il s'agit de départ volontaire, vu que ce n'est pas des départs involontaires, pas des licenciements, il n'y a pas besoin de mettre en place un ordre des licenciements. Parfois obligatoire, le plan de reclassement interne. En cas de licenciement, il y a une obligation de procéder de chercher toutes les possibilités de reclasser en interne avant de licencier. Dans le cadre d'un PDVA, ça va dépendre. Je vous ai dit qu'il y en a deux types. S'il s'agit d'un plan de départ volontaire autonome dans lequel l'employeur dit « je veux 200 départs », sans préciser où, bon, ben là, il n'est pas obligé de mettre en place un plan de reclassement interne. En revanche, s'il a un projet organisationnel et que pour parvenir à ce projet, il a décidé de supprimer certains postes, d'en bouger d'autres, etc., et que les titulaires des postes concernés n'ont pas envie de quitter l'entreprise, ils n'y sont pas obligés puisqu'on parle bien de départ volontaire, eh bien l'employeur doit dire ce qui se passera si les salariés dont le poste est supprimé, dont le poste est impacté, s'ils ne veulent pas quitter l'entreprise, où il va les reclasser. Dit autrement, quand le plan de départ volontaire autonome est adossé à un projet d'organisation avec des suppressions de postes bien localisés, il doit comporter un plan de reclassement interne. Alors, je vous ai dit, le plan de départ volontaire autonome, son élaboration et sa mise en œuvre sont soumis au même principe que ce qu'on appelle les PSE multifonctions, avec des licenciements. Je reviens très vite dessus parce que vous avez probablement tous suivi les PSE. Il y a deux modalités possibles d'élaboration. Soit l'employeur le fait dans un document unilatéral, comme je vous l'ai dit au début, soit il le négocie avec les organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire celles qui ont eu au moins 10% au premier tour des précédentes élections professionnelles sur le périmètre électoral, sachant que pour vous, il y a une règle spécifique, c'est 10% pour être représentatif sur toute l'entreprise. Ah ben non, vous êtes intercatégoriel, donc c'est 10% sur toute l'entreprise. Ok. Ensuite, il doit consulter le CSE sur son projet. C'est une consultation encadrée dans le temps. Concrètement, ça veut dire qu'à dater de la première réunion, au bout de 2 mois, s'il y a moins de 100 licenciements envisagés, au bout de 3 mois, s'il y a 100 à 249 licenciements envisagés, et au bout de 4 mois au-delà, l'employeur sera réputé avoir satisfait ses obligations de consultation et il pourra demander l'autorisation de mise en œuvre. Donc la consultation du CSE, elle est obligatoire, elle est encadrée dans le temps. On est bien dans le cadre du plan de départ volontaire autonome, hein. Et son contenu va varier selon qu'il y a que le PDVA est négocié ou non. Le CSE sera consulté sur ce qui n'a pas été négocié. Autre point, dans le cadre d'un PDVA,
les élus, comme les organisations syndicales qui négocient, bénéficient de droit de l'accompagnement d'un expert comptable, financé à 100% par l'entreprise et qui a un accès très très large à l'information détenue par l'entreprise, notamment les informations financières du groupe. Quatrième principe, l'administration du travail est mobilisée, ça c'est depuis 2013. Alors pendant l'élaboration, elle va être informée du projet et éventuellement donner des conseils, faire des suggestions, faire des observations à l'employeur. Et une fois que la consultation sera terminée, qu'il y ait eu accord signé ou pas, l'employeur va devoir lui demander l'autorisation de mettre ses projets en œuvre. Précision d'importance, selon qu'il s'agit qu'on demande de mettre en œuvre un accord signé ou un document unilatéral, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, merci. Le contrôle de la directe ne sera pas... Fermez vos micros parce qu'il y a des bruits de fond qui sont... Enfin voilà, je suis désolée, hein, qui sont perturbants. Donc, s'il y a eu un document, s'il y a un accord collectif, le direct va se livrer à un contrôle très très léger dans la mesure où l'accord collectif bénéficie d'une présomption de conformité. Là, vous voyez, déjà, je vous le dis, votre employeur, il a intérêt à négocier et à réussir sa négo, même dans le cadre d'un plan de départ volontaire autonome. Hein. Si c'est un document unilatéral, même s'il y a que du volontariat, le direct va regarder beaucoup de choses, et notamment si les mesures d'accompagnement proposées sont proportionnées aux moyens du groupe. On en a fini avec le PDVA. Alors peut-être on peut faire une petite pause si vous avez déjà des questions à poser, avant de passer au descriptif de la rupture conventionnelle. Benoît ? Oui, Nathalie, il y a deux questions. La première, enfin il y en aura peut-être d'autres. La première question était de savoir si la différence qu'il y avait entre le PDVA et le PSE, c'était donc l'appel au volontariat qui remplacerait les critères d'ordre. Alors, la différence, le PDVA, en fait, c'est une construction, ça a été une construction des juges. Le départ volontaire dans le cadre d'un projet de licenciement avec PSE, c'est qu'on considère, au départ, on ouvrait un guichet volontaire. Ça, c'est assez ancien. Et puis, un jour, il y a des employeurs qui se sont dit, mais en fait, je ne vais pas du tout, vous savez ce qu'ils appellent les licenciements secs ou contraints, je ne vais pas du tout faire de licenciement, je vais d'abord essayer de faire que tous les départs aient lieu soit volontaire. Je l'ai dit, pourquoi? Essentiellement parce que dans ces cas-là, l'employeur, d'abord, ça peut lui coûter moins cher. S'il y a des gens qui partent, ils ont déjà un boulot. Hein, donc, ils ne vont pas faire d'outplacement, etc. Et par ailleurs, ils ne courent pas le risque d'avoir des contentieux sur la cause, la rupture du contrat de travail. Personne ne va aller contester la cause de son licenciement s'il est parti de façon volontaire. Donc, avec le fil du temps, la jurisprudence a considéré que quand tous les départs étaient volontaires, quand un projet prévoit qu'il n'y aura pas de licenciement, mais uniquement des départs volontaires, on appelle ça un plan autonome de départ volontaire, et que du coup, il n'y a pas besoin d'appliquer des critères d'ordre puisque personne n'est licencié. Est-ce que c'est plus clair? On attendra la réponse. Pour moi, oui, mais enfin, je suis peut-être un peu plus initié. Il y a une autre question, est de savoir quel est le délai pour avoir recours à un expert, qui reviendra peut-être plus tard. Non, je n'y reviendrai pas plus tard. Alors, l'expert, pour qu'il soit financé à 100%, et c'est très bien de l'avoir posé, j'ai oublié de le dire, pour que l'expert soit financé à 100% et qu'il ait accès à toute l'information nécessaire, il doit être désigné au plus tard à la première réunion officielle d'information-consultation du CSE. Il y a une jurisprudence relativement récente où ils avaient dit on va prendre un expert, mais on le désignera après. L'employeur est allé devant les juges ont dit non, la loi est très claire. Elle dit l'expert est désigné à la réunion 1. Petite suggestion, il se peut que votre employeur décide de négocier et qu'il ouvre la négociation avant de commencer à consulter. Dans ces cas-là, il faut que vous demandiez une réunion, on va dire 0, si vous voulez que votre expert accompagne les négociateurs, et a priori, si vous en prenez un pour vous accompagner dans la consultation, il y a intérêt à ce qu'il accompagne aussi les négociateurs, vous le désignez par anticipation. Alors, pour désigner un expert, c'est un vote, ce qu'on appelle une résolution, qui doit être adoptée à la majorité des votants présents. Les abstentions sont considérées comme des votes contre. Et vous reconfirmerez la désignation de l'expert pour le CSE à la réunion 1. Parce qu'en fait, le CSE peut décider que son expert va accompagner les négociateurs.
Voilà. J'ai vu passer une question d'ordre politique. Bon, je vous laisse en discuter entre vous et vous. Si tu vois les questions, alors. Non, je Mais je pense regarde que, en attends une. non, je pense que c'est important que tu reviennes sur ce qui distingue le PDVA du PSE. Pourquoi? Parce qu'on peut penser que dans le cadre d'un PSE, il y a une phase de volontariat. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment la distinction entre le PDVA et le PSE? Alors, dans les deux cas, on est face à ce qu'on appelle un projet de PSE. C'est-à-dire que l'employeur a un objectif économique organisationnel ou de réduction de l'effectif. Hein, voilà, ça c'est ce qu'on appelle souvent le livre 2, c'est le projet économique, organisationnel, financier, etc. Et ce projet va avoir un impact sur le volume et la structure de l'effectif. Voilà. Sur cette base, il doit présenter un projet de licenciement collectif s'il y a plus de 10 départs envisagés. Okay. Ce projet de licenciement collectif sur lequel il va consulter, et depuis toujours, hein, il informe et il consulte le CSE, ce projet doit être accompagné, dès lors qu'il y a 10 licenciements au moins, de ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'on appelait dans le temps un plan social. Un PSE, c'est deux choses. C'est d'abord des mesures qui ont pour objectif de tout faire pour éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, et ensuite des mesures pour accompagner le reclassement des salariés qu'on n'aura pas pu éviter de licencier. Ça, c'est la règle. C'est ce qu'on appelle le PSE multifonction. Depuis assez longtemps, dans ce cadre-là, il y avait déjà, souvent, avant de désigner les gens via l'ordre des licenciements, on ouvrait un guichet volontaire, de façon à ce que les gens puissent être volontaires pour licencier. Ça faisait partie des mesures qui permettaient de limiter le nombre de licenciements. Et au bout d'un moment, certains employeurs ont dit « Oui, mais moi, je ne vais pas licencier. Je fais que du volontariat. Je ne veux pas licencier, il n'y aura que des départs volontaires. » Donc, au fil du temps, la jurisprudence a dit « D'accord, on va appeler ça plan de départ volontaire autonome. Pour autant, il y a toujours un projet organisationnel à la base. Il y a toujours des mesures d'accompagnement, il y a toujours une information, consultation. Enfin, c'est inscrit dans le droit, ce qu'on appelle le droit du licenciement collectif économique. Simplement, la différence, c'est qu'il n'y a pas obligatoirement de plan de reclassement interne, puisque si ce ne sont pas des postes spécifiques supprimés, qui sont supprimés, si c'est je veux 200 personnes en moins, bah, c'est les 200 qui vont se présenter qui correspondront aux critères, hein, d'éligibilité. Donc, il n'y a pas besoin de faire de plan de reclassement interne. Comme c'est du volontariat, il n'y a jamais d'application d'ordre des licenciements, puisqu'on ne parle que de volontaires. Donc, on ne va pas dire qui va être licencié, qui ne va pas être licencié. Le seul cas où il peut y avoir quand même un doute, c'est qu'il y a un plan de reclassement interne obligatoire dès lors que l'employeur dit il y a un micro d'ouvert là. Je supprime dans mon projet tel et tel poste. Quelqu'un l'a demandé, effectivement, dans ces cas-là, parce que les gens dont le poste est supprimé peuvent ne pas du tout avoir envie de partir, l'employeur a l'obligation de les reclasser. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Oui, enfin, selon moi, oui, effectivement. Et donc, pour répondre à Agnès, effectivement, dans le cadre d'un PSE, il y a une possibilité d'avoir une première phase de volontariat. Mais effectivement, après, en fonction, il y aura des licenciements qui seront des licenciements contraints. Voilà, c'est ça l'intérêt pour l'employeur. S'il fait un PSE, ce qu'on appelle multifonction, il va faire une phase de départ volontaire. Ensuite, selon le nombre de partants, il va appliquer des critères d'ordre et avoir des désignations et devoir reclasser, etc. On est dans le cadre classique. Le PDVA, il est partiellement soumis au droit du licenciement, comme je vous l'ai dit en début. Alors, il y a une question qui revient peut-être sur ce qu'on pourrait appeler volontaire ou pas. On sait que parfois, il y a des contraintes qui peuvent se poser, mais que se passe-t-il si le poste de travail du salarié a été supprimé et que le salarié refuse le départ volontaire? Eh bien, je l'ai dit, l'employeur, quand il y a des suppressions de postes, il est obligé de mettre en place un plan de reclassement interne. Il doit reclasser ses salariés. D'accord. Faire des propositions de reclassement sur des postes équivalents et de même nature. Et là, pour le coup, par rapport au PSE, comme il s'est engagé à ne pas licencier, il est obligé de trouver des reclassements. Il est obligé de repasser. Ouais. Effectivement.
Est-ce que l'expert, on revient sur le recours à l'expert, est-ce que l'expert, il peut remonter, dans le cadre d'un PDV A, peut remonter au niveau du groupe, notamment par rapport à la question des moyens, et si les métiers du groupe ne sont pas les mêmes que ceux de la filiale, dans le cadre des reclassements internes? Là, effectivement, alors, le PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, mesure d'accompagnement au reclassement externe, donc mesure d'accompagnement des gens qui vont quitter l'entreprise, hein, il est proportionné aux moyens du groupe, de tout le groupe. Ce dont vous parlez là sur les secteurs d'activité, c'est quand on va, mais là, ça n'a pas lieu d'être, puisque ça vise en fait la vérification de l'existence du motif économique. Le motif économique, désormais, sa réalité est appréciée sur le secteur d'activité, sur le périmètre du groupe en France. Et ça vise l'obligation de reclassement interne en cas de licenciement qui pèse sur l'employeur. C'est-à-dire, là, c'est même pas sur le secteur d'activité, c'est en France. Et là, ça n'est pas, dans un PDVA, ça n'est pas concerné. S'il n'y a pas de suppression de poste, il n'y a pas de plan de reclassement interne, partent les gens qui correspondent aux critères. S'il y a des suppressions de postes, l'employeur doit reclasser ceux qui ne veulent pas partir, point barre. Est-ce que la situation actuelle, la situation de crise sanitaire, permet de mettre en place, ou peut justifier la mise en place de ce dispositif? Ben oui. Non, mais attendez, j'ai besoin de restructurer. Mon projet a des impacts sur le volume et la structure de l'effectif, notamment je peux vouloir réduire ma voilure. Et simplement, au lieu de passer par des licenciements, je vais passer par du volontariat et uniquement par du volontariat. Ok. Je pense que tu peux enchaîner sur RCC, puis on reprendra une deuxième salle de questions. Ok. Alors, rupture conventionnelle collective. On a vu le plan de départ, le plan autonome. S'il vous plaît, les micros. Rupture conventionnelle collective. Qu'est-ce que c'est? La rupture conventionnelle collective, c'est un dispositif qui doit présenter 3 caractéristiques et les 3 sont obligatoires. D'abord, en fait, c'est un plan de départ volontaire aussi. Je suis désolée, là, il y a un micro qui n'est pas éteint et on se prend vraiment désolée. Je sais que c'est désagréable d'être rappelé à l'ordre sans arrêt, mais on est très, très nombreux. C'est P-RAY. Désolée, en plus, je balance. Oh, c'est épouvantable. Deuxième. Je coupe au fur et à mesure que j'identifie l'impétrant. Que tu repères. Voilà. Deuxième caractéristique de la rupture conventionnelle collective, celle-là, par contre, elle est obligatoirement négociée. Vous avez vu que le plan de départ volontaire autonome, il est soit négocié, soit il est élaboré par l'employeur tout seul, bien que l'employeur ait intérêt à le négocier. La rupture conventionnelle collective, elle est négociée, point. S'il n'y a pas d'accord collectif, il n'y a pas de rupture conventionnelle collective. Troisième point, elle doit être autorisée par l'administration du travail, c'est-à-dire par la directe. Ça, je vous présente globalement ce que c'est qu'une rupture conventionnelle collective. Alors, vous avez peut-être, par rapport au plan de départ volontaire, noté 2 choses déjà. On ne prévoit pas d'information, consultation du CSE avant la signature de l'accord. Dans la phase d'élaboration, le CSE n'a pas de rôle à jouer. Et en fait, il faut savoir que dans le temps, le CSE était consulté sur tous les projets d'accord collectif, mais depuis la loi Rebsamen de 2015, ça n'est plus le cas. Par ailleurs, comme vous le voyez, il n'y a pas de droit à l'expert prévu par la loi. Donc, c'est les 2 premières différences. On va voir après les différences entre les deux. En revanche, il faut savoir quand même que pour qu'un accord de rupture conventionnelle collective soit valide, il doit comporter 9 clauses. Tout d'abord, il doit préciser combien il va y avoir de départs. Ça n'est pas de l'open bar. C'est pas tout le monde va partir. Ensuite, il doit dire quelles sont les conditions d'éligibilité des partants, ça veut dire quels salariés, quelles catégories de salariés vont pouvoir postuler. Ça peut être des catégories professionnelles, ça peut être des salariés, on peut déterminer qu'il faut qu'ils aient un projet professionnel. Enfin, voilà, l'accord, il doit dire quelles sont les conditions pour faire acte de candidature au départ volontaire.
Et du coup, il doit aussi préciser s'il y a trop de candidats par rapport au nombre prévu, ben, comment on va les départager. Hein? Ensuite, troisième cause obligatoire, c'est préciser une durée pendant laquelle les ruptures sont possibles. Là non plus, hein, c'est pas une RCC, c'est pas à durée indéterminée. Enfin, on peut l'écrire, mais je vous le déconseille vivement si vous voulez pas voir se vider l'entreprise. Bon, il doit également. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que ouais, voilà, il me semblait bien que normalement j'avais des. Mais ouais, je viens de me rendre compte, excusez-moi. L'accord doit aussi prévoir, préciser comment va se passer la rupture, selon quelle modalité, et dire ce que comportera la convention. Par ailleurs, il faut aussi préciser de quelle façon vont être déposées les candidatures. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour être candidat, il faut aussi dire les modalités. À qui on va les adresser, sous quelle forme, etc. On peut changer d'avis. On peut avoir été candidat, par exemple, parce qu'on avait un beau boulot en face et que finalement, ça ne marche pas. Donc, l'accord doit prévoir un délai et le droit dit raisonnable de rétractation et des modalités de rétractation. Il doit aussi prévoir à quelle hauteur vont être indemnisés les partants. Ces indemnités ne doivent pas être inférieures aux indemnités légales de licenciement. Indemnité légale de licenciement, 2 dixièmes par année d'ancienneté, plus 2 quinzièmes par année au bout de 10 ans. Hein, et c'est bien les indemnités légales. On espérait que ça serait les conventionnelles, ce sont les légales. Mais rappelez-vous, vous négociez. Hein. Ensuite, l'accord doit comporter des mesures d'accompagnement pour les partants. Et enfin, dans les clauses obligatoires, il doit dire de quelle façon le CSE va suivre la mise en œuvre. C'est très, très important. Autant le CSE n'est pas consulté en amont, autant une fois que l'accord est conclu et qu'il va être autorisé et qu'il va être mis en œuvre, c'est le CSE qui va se charger du suivi de la mise en œuvre et notamment d'une mise en œuvre conforme à ce qui aura été conclu. Alors, bon, je vous mets toute l'animation. Hein. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, la directe doit autoriser la mise en œuvre. Comment ça va se passer? Bon, une fois l'accord signé, l'employeur il va envoyer sa demande d'autorisation. Alors, qu'est-ce que va contrôler la directe? Elle va contrôler la validité de l'accord, c'est-à-dire, est-ce que les signataires avaient bien vocation à le signer? Donc, cet accord, c'est un accord majoritaire. Ça veut dire que pour qu'il soit valide, il doit être signé par des syndicats représentatifs qui, ensemble, ont obtenu au moins 50% des voix obtenues par les syndicats représentatifs au premier tour des élections. Hein? Par ailleurs, s'il n'y a pas la condition majoritaire, mais que le bloc signataire pèse plus de 30%, dans ces cas-là, les signataires pourront demander l'organisation d'un référendum des salariés. Voilà. Donc, le direct, il va vérifier que l'accord a été valablement signé. Il va vérifier qu'il y a bien toutes les clauses obligatoires. Il va vérifier que les mesures d'accompagnement prévues sont quand même précises et concrètes. Hein. Ça veut dire qu'il faut penser à mettre au moins un budget de formation, sinon il refusera. S'il y a juste des indemnités, ça ne le fera pas. Et quand l'entreprise est dotée d'un CSE, il va vérifier que l'information du CSE prévue est bien régulière. Là où le direct a 15 jours pour répondre. Soit il fait une réponse écrite, motivée, exprimée et il l'envoie à la direction et aux représentants du personnel, soit il ne répond pas sous 15 jours, ce qui veut dire qu'il valide l'accord. Dans ces cas-là, la direction doit transmettre aux élus et aux syndicats la demande qu'elle a transmise. Ça paraît anodin, mais c'est très important. Vous avez signé un accord. Qui vous dit que c'est bien celui-là que l'employeur a envoyé à la directe pour lui demander la mise en œuvre? Donc, si le direct répond de façon motivée, il va mettre l'accord dans sa réponse. S'il ne répond pas, demandez bien à ce qu'on vous dise quelle a été la demande envoyée. Si la directe refuse la mise en œuvre et que l'employeur veut quand même partir sur une rupture conventionnelle collective, il doit réouvrir une nouvelle négociation. C'est la loi qui le précise parce que l'ordonnance disait juste que dans ces cas-là, il pouvait refaire une demande en adaptant son projet. Sauf que là, quand même, il y a des parlementaires qui ont dit, attendez, on parle de la demande de mise en œuvre d'un accord collectif, la moindre des choses, si on présente un autre accord collectif, c'est qu'il a été négocié et re-signé. Alors, je vais vous présenter rapidement les principales différences et ensuite on refera une pause. Ok, alors, les grandes différences, là vous avez les thèmes,
Là, vous avez le plan de départ volontaire autonome, là, la rupture conventionnelle. Nécessité d'un motif économique valide. Oui, en principe. Il faut être honnête, là, il n'y a pas de risque de contentieux, hein, puisque de toute façon, tous les départs sont volontaires. RCC, il n'y a aucun motif à invoquer. Élaboration, là, c'est obligatoirement négocié. Là, ce n'est pas obligatoirement négocié, même si l'employeur a intérêt à réussir sa négo. Procédure encadrée dans le temps, oui pour le plan de départ volontaire autonome, 2 à 4 mois, non pour la rupture conventionnelle collective. Droit à l'expertise, oui, non. Accompagnement, là, le PSE est obligatoire et proportionné aux moyens de l'employeur, y compris le groupe si c'est un groupe. Là, vous voyez, il faut que les mesures soient précises et effectives, bon, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire, hein, vous aurez le tableau. Avant qu'on passe à quels sont les avantages et les risques des départs volontaires, je vous suggère qu'on refasse une salve de questions. Oui, alors première question qui était d'ailleurs posée au moment où tu parlais des PDVA, serait de savoir si finalement il ne pourrait pas y avoir, quels pourraient être les avantages financiers pour un employeur d'aller plutôt sur une RCC versus un PDVA ou un PSE, évidemment. Ça ne figure pas dans le tableau, mais est-ce que ça peut être plus avantageux pour lui? Bah, évidemment, on va le voir après, mais bien sûr que c'est la solution rêvée. En fait, c'est prévu, hein. C'est la solution rêvée. Pas de motif éco, pas de consultation, pas d'expert. Ouais. Et sur les mesures aussi. Pas de PSE proportionné aux moyens du groupe. Exactement. Donc c'est lui qui a la main. Bah, c'est lui qui a la main. Non, il n'a pas toutes ses obligations. Après, ça dépend de ce que vous négociez. Excuse-moi, les délégués syndicaux, ils ont la main parce que s'ils ne signent pas, il n'y a pas. Généralement, l'employeur, maintenant, c'était une demande patronale, hein, la RCC, puisque finalement, le plan de départ volontaire autonome, ça allait très bien aux représentants du personnel, hein. Ouais. Souvent, ce que va faire l'employeur, c'est que là, on déflore un peu le sujet, c'est pas très grave. Ce que va faire l'employeur, c'est qu'il va d'abord essayer la RCC, sachant qu'il y a des syndicats qui sont vent debout contre, hein. Et puis, si ça ne marche pas, il passera au PSE, éventuellement au plan de départ volontaire autonome. Ouais. Quand je voulais dire qu'il avait la main, parce que je sais qu'il y a un cas en l'espèce qui est en train de se dérouler, c'est que évidemment, comme il n'y a pas de recours à l'expert possible, l'évaluation des moyens proportionnés au départ volontaire, c'est lui qui a cette maîtrise de l'information, il peut dire un peu ce qu'il veut. Non, il n'y a pas de recours à l'expert de droit. Oui, c'est écrit nulle part que c'est interdit. Oui, oui. Excusez-moi, je voudrais intervenir là. Oui. Le syndicat, la CFTC, intervient évidemment à ce niveau-là. Souvent, quand on s'adresse à des élus du CSE, les élus du CSE sont consultés, sont informés, consultés au mieux. Ils peuvent avoir accès à un cabinet d'experts qui les assiste, mais au bout du bout, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est rendre un avis. Et donc, ils ne sont pas acteurs comme le sont les négociateurs des syndicats. Et donc, nous, syndicats, on n'est pas en train de subir. Et d'ailleurs, la direction a besoin d'un syndicat pour conclure un accord. À partir de ce moment-là, en face de ce que veut la direction, nous, on aligne ce qu'on veut, nous. Et évidemment, dans le cas qui nous préoccupe là, on aligne le fait de financer une expertise. Et ainsi qu'à d'autres conditions. Oui, mais c'est un peu mon rôle de rappeler ça, enfin tout ce qui est politique, hein, disons, et notamment parce que souvent les gens croient, et puis même parmi les syndicats, il y a des gens qui véhiculent cette idée-là, que nous subissons ce que veut l'employeur, ou l'employeur, comme il a été dit, a la main, il a la main pour proposer et pour négocier, mais si nous on n'est pas d'accord, ça marche pas. Donc la chose qui est intéressante, c'est que c'est l'intérêt de l'employeur de passer par une RCC. Donc, il a intérêt à négocier. Donc, il a intérêt à venir nous voir et à accepter tout ou partie de nos revendications. Donc là, on est dans la négociation, on est dans notre rôle syndical, où là, c'est pas l'employeur qui a la main, c'est que collectivement, c'est le dialogue social. Et si nous, on n'est pas d'accord, ça passera pas. Voilà. Tout à fait. Une autre question, Nathalie, concernant les catégories ou le ciblage, on va plutôt le dire comme ça,
des populations visées par le départ volontaire, est-ce que la RCC permettrait de cibler davantage qu'un PDVA? Bah, alors, cibler davantage. Alors, de toute façon, les catégories, les critères d'éligibilité, ils doivent être objectifs, c'est-à-dire pertinents, connus à l'avance, vérifiables. Après, ça va être ceux que vous allez négocier. Louis a raison et je reviendrai dessus après. C'est ceux que vous allez négocier. Nous, on part plutôt que sur des catégories de salariés, sur des projets. Nous, je vais vous le dire, hein, on incite plutôt, on préconise plutôt de dire que ceux qui partent, c'est ceux qui ont des projets à présenter, des projets à réaliser. Mais oui, j'ai vu passer intercontrat. Oui, ça peut être une catégorie, c'est objectif, hein, on sait ce que c'est. Mais bon, dans ces cas-là, l'employeur il court le risque qu'il n'y ait pas tant de volontaires que ça. Hein. Je vous rappelle que derrière, il n'y a que les gens qui ont envie de partir qui partiront si vous négociez bien. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va venir après. Hein, c'est qu'est-ce qu'il faut négocier? Quelles sont les points de vigilance? Ouais. Il y a Christian qui posait une question de savoir, enfin, il pensait que les ruptures conventionnelles n'avaient pas vocation à remplacer des licenciements économiques. Est-ce qu'il n'en est pas de même pour les RCC? Non. Justement, la rupture conventionnelle collective a été créée par les ordonnances Macron pour permettre à l'employeur de réduire son effectif sans passer par la case licenciement économique PSE. D'accord. Ça, c'était le seul objectif, et pour pouvoir le faire sans avoir à justifier d'un motif économique. Ouais. Il faut l'accord des syndicats. Il faut l'accord des syndicats. De toute façon, c'est fondamental. Sans accord des syndicats, absolument. Mais moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est-à-dire le patronat, ça fait des années qu'il dit « ouais, mais non, le droit du travail, c'est trop contraignant. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse négocier au plus près dans les entreprises. » Ah ben, il a gagné, hein. Et d'un seul coup, il découvre que négocier, c'est négocier. Qu'en face, il faut une signature. Ouais. On revient sur plutôt le PDV, parce que tu as dit pour la RCC, il n'y avait pas de consultation du CSE. Dans le cadre du PDV, oui. Quid quand il y a un conseil d'entreprise? Tu sais, les fameux conseils d'entreprise. Oui. Ah ben là, le conseil d'entreprise, il est consulté, négocié. Enfin là, dans ce cas-là, il va négocier. Ouais. Pour nos auditeurs, le conseil d'entreprise qui est très peu connu, le conseil d'entreprise, c'est en l'absence de syndicat dans l'entreprise d'une certaine taille, en l'absence de syndicat, le CSE peut décider de s'approprier la fonction de négociation. Alors c'est même pas l'absence de syndicat, parce qu'il faut que ça soit négocié. Hein. Ça sort obligatoirement soit d'un accord de branche, soit d'un accord d'entreprise. Mais par contre, c'est vrai qu'en l'absence de syndicat, il peut y avoir des négociateurs élus. Le conseil d'entreprise, c'est on fusionne délégation syndicale et CSE. Il n'y a plus qu'un seul organisme qui donc est aussi chargé de la négociation. Les confédérations n'étaient pas chaudes. Hein. Non, je confirme. On n'a jamais fait la promotion de ce truc. Hein. C'est une idée brillante qui doit sortir du… on essaie pour la simplification et la fluidification des relations sociales. On est dans du rêve médéfiant. Hein. Je rappelle que la première proposition, quand c'était… comment il s'appelait déjà, là, je l'adorais. Le fils d'eux, Gattaz. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'en fait, il y ait des référendums pour savoir s'il fallait mettre en place ou non des institutions représentatives du personnel. Alors, voilà. Oui. On va revenir sur une question qui se pose par rapport aux justifications des PDVA et par extension des PSE. Est-ce qu'un employeur peut engager ce type de procédure en vue d'avoir davantage recours à de la sous-traitance? Est-ce que tu as une idée? S'il y a des licenciements, ce qui va être contesté, c'est le motif des licenciements. Mais si c'est un PDVA, c'est dans ce cas-là que l'intérêt pour l'employeur, c'est que même s'il est censé motiver son projet, une fois qu'un salarié est parti dans le cadre d'une rupture d'un commun accord pour motif économique, il n'a pas le droit d'aller contester son motif de licenciement puisqu'il n'a pas été licencié. Donc, théoriquement, non. Dans les faits, oui. Ouais. Mais après, je rappelle, hein, engagement de l'employeur, je vire personne. Oui, c'est ça. Et il y a une question d'ailleurs souvent qui est posée quand tu mets en place un PDVA ou une RCC d'ailleurs, c'est de l'attention qu'il puisse y avoir si, par exemple, il n'y avait pas le nombre de volontaires suffisant
au risque de tout d'un coup d'avoir une hémorragie des ruptures conventionnelles individuelles et que ça se gère en fait au compte-gouttes. Alors là, oui, ça vient systématiquement. C'est un grand classique. Et effectivement, la personne qui a dit que la rupture conventionnelle individuelle n'avait pas été créée pour permettre à l'employeur de se substituer au droit du licenciement, c'est vrai. Les négociateurs avaient dit que ce dispositif ne doit pas permettre à l'employeur de se substituer à l'application des règles du droit du licenciement économique collectif et à priver les salariés des garanties ouvertes par ce droit. Dès l'origine, les inspecteurs du travail qui doivent homologuer les conventions de rupture conventionnelle individuelle avaient pour consigne de les refuser si elles étaient trop nombreuses. Donc, premier conseil, si dans votre boîte, ils ont tendance à abuser de la rupture conventionnelle individuelle, alertez votre inspecteur du travail. Dites-lui, vous savez ce qu'il fait là, la boîte, c'est pour ne pas faire de plan de sauvegarde de l'emploi, c'est pour ne pas faire de mesures d'accompagnement. Il est en train de faire des licenciements économiques déguisés. Donc, vous alertez l'inspecteur du travail. Lui, il doit faire une enquête, vous lui dire, on vous demande de les refuser si elles ne sont pas à l'initiative du salarié. Peut-être il va vous dire non, mais quand même, vous l'alertez. Par ailleurs, parce que la loi a repris les attendus, les volontés, les motifs des négociateurs, en 2011, il y a eu un arrêt. En fait, un employeur abusé justement des ruptures conventionnelles. Donc, les syndicats présents sont allés devant le juge en disant on veut que en demandant qu'on les requalifie en licenciement économique et surtout en demandant à ce qu'on les compte pour déclencher une procédure de grand licenciement, c'est-à-dire double consultation, expertise, désormais autorisation de la directe, plan de sauvegarde de l'emploi, etc. Sur la requalification en licenciement, ils se sont fait bananer parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt personnel à agir. Si c'était les salariés concernés qui l'avaient fait, ils auraient probablement eu une gain de cause. Mais la Cour de cassation a aussi posé un principe. Elle a dit, lorsque l'employeur a un projet de réduction de son effectif pour des raisons économiques, que la modalité de mise en œuvre de cette réduction ou l'une des modalités de mise en œuvre sont des ruptures conventionnelles collectives individuelles, alors on doit les intégrer au nombre de ruptures de départ de l'entreprise pris en compte pour déclencher la procédure de grand licenciement. Dit autrement, si vous pensez qu'il abuse, votre employeur, 1, vous prévenez l'inspection du travail, 2, vous lui dites, on vous rappelle que si c'est ça, nous on va devant le juge et on va expliquer que vous êtes en train de tricher. Très bien. Petite question par rapport au délai de recours pour l'expert, pour qu'il effectue son travail. Est-ce que c'est impacté, tu sais, par les conséquences de la crise Covid et la réduction des délais? Non, le gouvernement a précisé, ça ne concerne ni les procédures, les expertises qui accompagnent les informations consultations récurrentes, ni les PSE. D'accord. Ni donc les PDVA. D'accord. C'est 2 mois, 3 mois, 4 mois. Est-ce que là aussi, on sait que malheureusement, un certain nombre de plans de RCC et tout autre accord devant passer la validation de la directe arrive en masse, donc la directe souvent se retrouve un petit peu débordée. Est-ce que la question du délai des 15 jours dont tu parlais pour un accord tacite peut être repoussée? Non. A priori, non. Hein. Non, mais encore une fois, si c'est pas bon, il ne faut pas signer. Hein. On est bien d'accord. Et les gars, quand vous allez chez un concessionnaire automobile, s'il veut vous refourguer son dernier modèle de chez Peugeot, si ça ne vous va pas, vous ne l'achetez pas. Ah, tu l'aimes bien cette métaphore. Ah, je l'adore. Eh ben, RCC, c'est pareil. S'il n'y a pas les options qui vous vont, vous achetez pas, vous signez pas. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui, en même temps qui t'écoute, te challenge en regardant Internet, ça arrive, hein, et qui demande à ce que tu puisses rappeler les montants des indemnités légales de licenciement. Je l'ai fait, mais bon, je veux bien le refaire. Vas-y, juste. 2/10 de salaire mensuel par année d'ancienneté, plus, à partir de la 11e année, 2/15 de salaire mensuel. Ouais. Bon, là la référence est différente, mais je pense qu'on pourra éventuellement apporter un éclaircissement un petit peu plus tard si voilà, si on ne partage pas le constat. Écoute, je te propose de poursuivre. Oui. Mais on ne partage pas le constat parce que faut pas. C'est la rupture, c'est une activité légale, hein, pas conventionnelle. Oui, c'est ça. On est sur le légal. En fait, c'est 20%. 20% de salaire, 20% du salaire par année d'ancienneté, plus 2/15 à partir de la 11e année. Ouais. Voilà. Vas-y. Alors,
Volontariat, là, je vous rappelle que là, on est sur les possibilités de départ volontaire par rapport au licenciement. Volontariat versus licenciement. Bah, clairement, vous voyez bien que pour l'employeur, il y a quand même des avantages certains. On les a déjà vus, d'ailleurs, il n'y a pas d'ordre des licenciements, c'est souvent moins cher, pas ou peu de contestation, de risque de contestation. On l'a dit aussi, la formule idéale pour l'employeur, c'est la RCC, puisqu'il n'a pas à justifier son projet, il n'a pas à consulter le CSE, il n'a pas à financer un expert, et souvent les mesures sont moins coûteuses. Pour autant, le PDVA, ça reste une solution intéressante pour l'employeur, surtout si elle est négociée. Vous avez bien vu, là, depuis le début, j'insiste lourdement sur la négo. Il y a une présomption de conformité de son accord, il y a un contrôle allégé de la directe, donc beaucoup plus de chances d'avoir l'autorisation de mise en œuvre. Et clairement, si les syndicats ont signé, ils vont dire que c'est un dispositif intéressant. Donc les chances, ça augmente sérieusement les chances d'adhésion du collectif de travail concerné. Okay, donc clairement, pour l'employeur, le volontariat, en fait, c'est lui le plus intéressé par le volontariat. Surtout quand il n'y a que du volontariat. Ok. Alors pour les salariés, certes, c'est intéressant pour une raison, c'est qu'il n'y a pas de licenciement. Et que notamment des populations fragiles, c'est plus intéressant pour eux. Attention, c'est intéressant à condition déjà, première condition, les critères d'éligibilité, ils soient bien objectifs. Je rappelle, pour la jurisprudence de la Cour sociale, de la Cour de cassation, objectif, c'est pertinent, connu à l'avance, vérifiable. L'employeur ne doit pas pouvoir choisir qui part et qui reste. C'est à peu près la seule chose qui lui casse les pieds dans les départs volontaires, c'est qu'il y a des gens qui vont partir, qui voudraient garder. Il y en a d'autres dont il voudrait se débarrasser, qui ne vont pas partir. Alors déjà, il ne doit pas pouvoir empêcher des gens de partir sans vraie raison. Comment il va essayer? Eh bien, il va essayer généralement de dire, une fois qu'on aura fait des critères d'éligibilité, d'ajouter une clause qui sera rédigée à peu près comme ça. L'employeur pourra refuser un départ s'il les estime nécessaires à la bonne marge de l'entreprise. Alors, sachez que depuis 2003, la Cour de cassation, elle a dit déjà, là, cette formulation en soi, elle n'est pas suffisante, il faut préciser. Par ailleurs, nous, on vous invite à refuser de signer ça. Hein, c'est pas. Alors, déjà, c'est du volontariat, ça va lui coûter moins cher. Il n'aura pas de motif éco, il n'a pas de risque, il va peut-être pas en plus dire c'est toi qui pars, c'est toi qui restes. Hein, donc, soyez attentifs à ça. D'autant que il y a quand même pas mal de risques hein, dans le volontariat. D'abord, c'est que l'accompagnement soit de mauvaise qualité. Hein, parce que comme c'est du volontariat, on est un peu moins exigeant sur les mesures d'accompagnement concrètes. Par ailleurs, non seulement alors en plus de pas permettre, enfin on permet pas à l'employeur de choisir qui part, mais alors on fait des critères d'éligibilité trop souples, genre guichet volontaire, vient qui veut. Autre point important, les faux volontaires, les pressions amicales, vous savez, faux volontaires poussés dehors. Comment ça se passe? Eh ben, une fois qu'on est parti, il y a des chefs de service qui passent dans les bureaux en disant dis non, c'est toi qui as 2 ans de la retraite, là tu dis toujours que tu n'as pas le temps de t'occuper de tes petits-enfants, tu ne veux pas être volontaire? Puis ils passent toutes les semaines. Hein, bref, on va essayer de, malgré, bien que ce soit négocié, l'employeur va essayer de cibler. Hein, même en PSE, moi je suis contre le ciblage, je dis s'il y a des salariés dont vous n'êtes pas content, c'est pas au moment du PSE qu'il faut vous en débarrasser. Hein. Votre métier c'est de patronner, alors patronner efficacement, vous avez le droit de licencier pour raison personnelle. Hein. Donc c'est pas là. Comment il fait l'employeur quand il veut faire ça? Quand il veut surtout aller vite et puis pas faire un truc ric-rac à l'économie. Hein. Eh ben il va proposer un méga chèque valise. Allez hop, 2 mois de salaire par année d'ancienneté. Là, je peux vous dire, il va y avoir du volontariat. Hein. Puis surtout que dans les couloirs, vous allez vous faire courir après. Surtout ceux qui ont déjà des solutions, hein, qui savent qu'ils vont tout encaisser le chèque et puis qu'après, ils ont déjà un boulot en vous disant bon, tu vas te dépêcher de signer, oui. Je suis sûre que dans la salle qu'on est, il y en a déjà qui voient très bien de quoi je parle. Hein. Comment ça se finit, ça, quand on signe très vite sans être. Et c'est un vrai risque. Eh ben, les salariés qui partent, ils sont mal préparés, finissent tous à Pôle emploi. Et l'objectif, ce n'est pas d'aller grossir les rangs de Pôle emploi. Hein, surtout qu'ils vont grossir tout seuls, malheureusement, dans les temps qui viennent. Juste un petit point d'interruption, excuse-moi, mais j'ai vécu ça à plusieurs reprises, avec effectivement des populations qui venaient nous voir
nous, les syndicats, en disant c'est super, on veut partir absolument, et je comprends pas de ne pas être choisi dans les critères, etc. Et puis d'autres qui pleuraient. Bon, nous, en tant que syndicat et en tant que CFTC, ce qui nous revient de faire, c'est toujours expliquer aux gens, attention, ne vous laissez pas impressionner par la somme d'argent, par la valise de billets qu'on vous donne. Regardez combien de temps vous aurez besoin pour reprendre un travail et une situation correcte sans mettre en danger votre situation financière, celle de votre famille, les problèmes de santé, etc. Ça, c'est notre rôle. Après, il revient aux gens de choisir ce qu'ils font ou pas. Mais faisons tous toujours très, très attention aux personnes, attirons leur attention de ne pas se laisser entraîner juste par la valise de billets. Il faut bien entendu leur rappeler, attention, tu es chargé de famille ou pas, attention, tu as une situation d'employabilité qui est pas terrible, tu ferais mieux de rester au chaud dans l'entreprise, c'est à toi de juger, mais fais attention à ça. C'est ça notre rôle dans l'entreprise. Et évidemment, comme il est dit, certains employeurs jouent à faire des propositions qui pourraient plaire aux syndicalistes. Évidemment, on rentre pas du tout dans ce jeu-là, jamais. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi aussi je l'ai vécu. J'ajoute qu'il y a un moyen, alors pas dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, puisqu'elle est obligatoirement négociée et que jusqu'au bout, on ne sait pas s'il va y avoir signature, mais quand c'est un PDVA, je rappelle qu'il est soit négocié, soit document unilatéral de l'employeur. OK? Et bon, il y a quand même 75% des projets qui sont acceptés par la directe. Là, ce que vous pouvez prévoir, c'est dire à l'employeur, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que les gens qui ont déjà une offre d'emploi, eh ben, on peut non pas rompre leur contrat de travail avant la fin de la procédure Infoconsulté Négo, mais suspendre leur contrat de travail, c'est-à-dire ces congés sabbatiques avec autorisation de bosser ailleurs. Comme ça, ils vont essayer leur nouveau boulot. Si c'est confirmé à la fin de la période d'essai, ben voilà, ils partent dans le volontariat. Si c'est pas confirmé, éventuellement, ils peuvent revenir. Mais ça permet à des gens. Alors par contre, s'ils reviennent, ils toucheront pas le gros chèque, hein. Mais au moins, ça permet quand même de, comment dire, de pas brider des gens qui auraient déjà une offre d'emploi. Voilà. Alors, il y a ces risques, mais je vous le rappelle, et Louis l'a très, très bien dit. Merci JDUBA, elle est de moi, l'idée. Louis l'a très bien dit, hein, c'est un dispositif négocié. L'employeur a besoin de votre signature. Et rappelez-vous, même si on pèse que 12%, comme il faut que ça soit plus de 50%, ben parfois vos 12%, c'est ceux-là qui vont faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Il a besoin de signer, ça veut dire qu'il faut être exigeant. Et voilà, je suis contente que Louis l'ait dit, et nous on le dit à nos clients. Et si l'employeur il vous fait un chantage en disant, bah si c'est ça, derrière je fais un PSE, vous dites oui, bah de toute façon vous voulez réduire l'effectif. Hein? Et donc, de toute façon, si derrière vous faites un PSE, rassurez-vous, il faudra recommencer à nous informer, à nous consulter. Vous aurez de toute façon intérêt à négocier parce que sinon, vous n'aurez pas de présomption de conformité de l'accord. Hein? Donc, on n'a aucun problème avec ça. Alors. Une petite question ? Des questions avant qu'on passe au point de vigilance? Oui, il y en a une petite, mais qui revient à ce qu'on s'est dit déjà sur la question des catégories ou du ciblage. La question qui se pose, c'est la question du territoire, la territorialisation en fait de ce ciblage. Pour une catégorie, on pourrait dire homogène, est-ce qu'on peut cibler par exemple un bassin d'emploi? En l'occurrence, l'exemple qui est donné, c'est l'exemple de Toulouse par rapport à Paris. On sait que dans votre secteur d'activité, le bassin toulousain, il suffit d'ouvrir la radio, hein, et il va être particulièrement sinistré. Moi, j'ai lu il n'y a pas très longtemps une note qui dit que, grosso modo, il va y avoir 2/3 des ingénieurs informatiques en moins à l'horizon d'un an. On n'est pas sur du licenciement, là. On est sur du départ volontaire. Oui, mais donc voilà, dans le ciblage sur le volontariat, on peut cibler une région par rapport à une autre. Alors, l'employeur, il peut très bien dire, moi, je veux que du départ à Toulouse. Alors, dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé de signer, déjà, si ça ne vous va pas. Et puis, peut-être lui rappeler que ce n'est pas les gens de Toulouse qui vont s'empresser de partir. Que ceux de Paris ou d'autres régions, ils ont peut-être plus de chances de retrouver du boulot. Alors qu'il y a peut-être des gens de Toulouse qui accepteraient de déménager pour reprendre un boulot s'ils n'ont pas envie de perdre leur boulot. Hein? Donc, c'est pas dans le cadre d'un plan de départ volontaire, l'employeur, ce n'est pas son intérêt de trop restreindre. Hein?
Parce que plus il restera, moins il aura de partants. Alors, je sais bien qu'ils essayent, hein. Non, mais ce qu'ils voudraient, les employeurs, c'est de dire les gens que je veux faire partir vont être volontaires pour partir. Mais bon, il faut le refuser. Et là, si vous, même dans le cadre d'un PDVA, si vous ne signez pas, vous dites à l'inspecteur du travail, on a refusé de signer parce qu'il voulait cibler des départs. Donc, ce n'est pas des départs volontaires, on vous demande de ne pas autoriser la mise en œuvre. Rappelez-vous, là, vous êtes, c'est lui qui a le plus intérêt à ce que ça marche. D'ailleurs, petite incise, 2/3 des emplois qui seraient supprimés, pour 97%, c'est du n'importe quoi. Enfin, il ne faut pas forcément croire ce qui est écrit dans la presse ou ce que des journalistes bien informés et qui ont la propension à faire peur, c'est leur boulot, ils sont payés pour faire peur aux gens. Dire que 2/3 des emplois vont être supprimés, c'est débile, même dans notre branche. Oui, mais quand même, même si effectivement il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, je te rejoins, il n'empêche que de ce que l'on observe nous déjà aujourd'hui, parmi les bassins d'emploi qui sont principalement impactés par des risques de suppression de postes, à nouveau, et on est dans le cours de négociation, on sait très bien qu'il y a le bassin toulousain, on sait très bien que les prestataires en lien avec l'aéronautique, l'automobile ou les transports sont très fortement impactés. Donc, on sait que le bassin toulousain est assez impacté aujourd'hui, comme le bassin aussi méditerranéen et PACA. On est d'accord, mais ce n'est pas forcément une fatalité qui conduit au licenciement de 2/3 de personnes. Moi, je suis assez d'accord avec lui parce que déjà, la catastrophe éco, elle n'est pas de l'ampleur qui était annoncée. Hein, tout ça, c'est aussi une façon de dire il faut signer, il faut signer, il faut signer, il faut accepter de faire des concessions et il faut que vous participiez à l'effort de guerre. Ouais. Hein, sauf que les salariés, ils ont déjà participé à l'effort de guerre. Enfin bon, bref, on ne va pas partir là-dessus. On enchaîne. On enchaîne. Donc, on a vu les règles, on a vu les différences, les avantages. Maintenant, je vous propose d'aller regarder un peu, c'est quoi les points de vigilance dans les deux cas. Hein, il y a quand même des choses qu'il faut que vous regardiez. Après, là, c'est encore une fois, c'est une conférence, donc on ne va pas venir dans tous les détails. Mais déjà, vous devez vérifier les raisons de l'employeur et ses objectifs. Pourquoi vérifier ces raisons? Alors, ça peut être différent. Hein. RCC, PDVA, il peut vouloir réduire l'effectif, la masse salariale. Il peut vouloir faire évoluer ses compétences parce qu'il veut se positionner sur un autre secteur et qu'on sait que l'anticipation en termes de GPEC, c'est une grande spécialité du patronat français. Il peut vouloir sauvegarder sa compétitivité. Il peut avoir des tas de raisons. Déjà, vérifier les raisons qu'il invoque. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même vous assurer qu'elles sont bien avérées. Hein, ne serait-ce que même dans le cadre du volontariat, si elles ne sont pas avérées, vous pourrez lui dire, bon, écoutez, vu que vos raisons sont quand même très fragiles, hein, vous allez peut-être faire un effort sur l'accompagnement. Et ses objectifs, il faut lui demander où il veut aller. Il faut lui demander où il veut aller, pourquoi il fait ça, non seulement les raisons qu'il a de déclencher, mais vers où il veut aller, ne serait-ce que pour vous assurer que son objectif, il est raisonnable et atteignable. Parce qu'il y en a qui vont rester. Hein. Alors là, d'une façon générale, comment vous allez faire? Je vous rappelle que le premier droit déjà des élus, avant même de parler des négociateurs, c'est le droit à l'information. Mais même dans le cadre d'une négociation, depuis longtemps, l'employeur doit négocier de bonne foi. Ça veut dire qu'il doit donner aux négociateurs syndicaux les informations dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'il faut être pugnace. Alors, s'il s'agit d'un PDVA, le CSE, de toute façon, il doit être consulté sur le projet d'organisation. Et pour ça, il peut recourir à un expert, qui va vérifier tout ça. Et les négociateurs peuvent s'en servir. Dans le cadre du PDVA, c'est de droit, c'est prévu par le droit. Louis l'a dit, et je suis bien contente qu'il le dise, qu'il l'ait dit, dans le cadre de la RCC, je vous rappelle qu'on est dans une négo. Vous pouvez parfaitement, avant de même accepter de vous asseoir à la table des négociations, demander qu'il y ait une consultation préalable dans l'idéal ou concomitante du CSE sur le projet organisationnel et demander que le CSE se fasse accompagner d'un expert financé par l'entreprise dans le cadre d'une mission légale, voire que cet expert accompagne les négociateurs. Si l'employeur vous dit « ouais non mais le droit il ne prévoit pas qu'il y ait une consultation du CSE et qu'il y ait un expert financé par moi dans le cadre de la RCC », n'hésitez pas à lui répondre « ah mais le droit il ne dit pas non plus qu'on est obligé de s'asseoir à la table des négos et qu'on est obligé de signer. » Donc je reprends ce que vous a dit Louis.
Parce qu'il ne faut pas hésiter à dire, vous voulez qu'on négocie? Oui, mais nous, on ne veut pas négocier comme des ânes battés. Hein, on veut comprendre de ce dont on parle. Donc, vous allez nous payer, d'abord, vous allez consulter, vous allez présenter un projet d'organisation au CSE, sur lequel vous allez le consulter, et vous allez nous payer un expert qui va nous aider à vérifier tout ça et à demander ce qu'il faut. Ça, si vous avez envie, hein, vous avez peut-être aussi toutes les compétences nécessaires pour le faire, hein, certains d'entre vous. Alors, là, je vous ai dit, soyez donc exigeants sur les raisons objectives. Deuxième grand point de vigilance, ben, c'est les conditions de départ. On en a parlé déjà. Alors, des départs sécurisés. Nous, on préfère qu'on laisse partir des gens qui ont des vrais projets professionnels. J'ai une offre de CDI, j'ai réussi un concours administratif, j'ai un projet intelligent et validé par une étude de marché de création d'entreprise. Je ne sais pas si dans les plus jeunes, je veux partir 1 an avec une ONG, ça c'est un projet intéressant, je vais vous dire pourquoi, parce que sur un CV, c'est très valorisé. Voilà. Les projets personnels d'ordre familial, on est plus réservé. Après, on peut très bien prévoir qu'ils sont examinés par une commission de pilotage qui va les valider ou non. Encore une fois, l'objectif n'est pas de créer des chômeurs. Ça, c'est donc des départs sécurisés. Ensuite, ils doivent être de droit. Je vous en ai parlé. Déjà, je vous ai dit, ce n'est pas l'employeur qui dit qu'il part, qui reste. Dans les critères d'accès objectif, il y a je réponds au, comment dire, au départ sécurisé, c'est-à-dire on établit des critères, quelle catégorie, quel type de salarié peut prétendre au volontariat, hein, et si l'employeur il veut absolument dire oui mais je veux pouvoir, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ben, par exemple, vous pouvez être d'accord pour dire qu'un salarié qui aurait une qualification qu'il est la seule à posséder et qui est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, éventuellement, on peut examiner son cas en commission de pilotage et voir s'il n'y a pas moyen de le remplacer avant de l'autoriser à partir, ou si on peut lui demander peut-être de faire monter en compétence quelqu'un. Voilà. Critères de départage, c'est une clause obligatoire, je le rappelle. Pareil, ce n'est pas l'employeur, quand il y a trop de salariés, qui dit toi oui, toi non. Ça, il ne faut pas signer ça. Il faut prévoir, et là pour le coup, ça peut être sur le sérieux des projets, sur des critères d'âge. Enfin, par exemple, si dans les mesures d'accompagnement, il y a des pré-retraites financées, ça peut être le plus âgé qui part. Enfin, il faut que les critères de départage aussi soient objectifs. Donc, départ sécurisé, départ de droit dès lors qu'ils sont objectivés. Et j'ai parlé des pressions amicales. Pensez dans ce que vous signez à faire mettre un dispositif qui permette, par exemple, aux salariés de pouvoir contacter le CSE via, alors je donne l'exemple d'une ligne d'appel, hein, mais ça peut être autre chose, anonyme, pour dire, oui, alors moi, ça fait 5 fois qu'on vient me voir en me demandant si je ne veux pas être volontaire. Hein. Vous pouvez aussi demander d'ailleurs à la direction d'écrire, dès la signature de l'accord ou avant, à tous les chefs de service en leur disant interdiction d'aller solliciter des salariés pour savoir s'ils sont volontaires. C'est des choses comme ça. Donc, c'est sécuriser les départs. Hein. Par ailleurs, voilà, pensez au dispositif d'accompagnement. Hein. Dans le cadre du PSE, a priori, si vous ne signez pas, il doit être proportionné aux moyens du groupe. Mais même dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, rien ne vous interdit de demander tout ce que vous auriez eu dans un PSE. Vous signez ou vous ne signez pas. Formation financée, cabinet de reclassement, plein de choses. Hein. Et par ailleurs, je reviens, le dispositif de suivi, il ne faut pas le faire par-dessus la jambe. Il faut que, par exemple, tous les 3 mois, l'employeur fasse un point devant le CSE, réponde à ces questions, qu'éventuellement le CSE fasse vérifier que c'est bien des vrais volontaires. Enfin voilà, il faut vraiment prévoir un dispositif de suivi efficace et effectif. Enfin, il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent. Et là encore, je vous invite à être très vigilant. C'est pour ça aussi que je vous disais, vérifiez la faisabilité des objectifs annoncés par l'employeur. Est-ce que l'organisation cible, elle va être pertinente? Est-ce qu'elle va être efficace? Est-ce qu'elle est réaliste? Parce qu'on a déjà vu des organisations cibles, une fois mises en place, ben je peux vous dire qu'il y a des fonctions qui ne sont plus assumées par personne, il n'y a plus assez de commerciaux, donc qu'est-ce qui se passe? Ben 6 mois après, on recommence. 6 mois après, on recommence parce qu'on a laissé partir trop de gens. Hein. Autre chose, vous avez vu, il y a différentes
objectif possible pour l'employeur. Ça peut être une réduction de l'effectif. Mais si ce n'est pas ça, eh ben, il faut que dans l'accord, ils disent, si par exemple c'est de changer de compétence ou de passer à autre chose ou de se repositionner, à chaque départ, je m'engage à recruter quelqu'un et en mettant un calendrier. Pas je m'engage à recruter quelqu'un au calendrier grec, c'est je m'engage à ce que sous 2 mois, le salarié ait été remplacé. Et d'ailleurs, d'ici là, je ferai appel à de l'intérim ou un prestataire ou à un CDD. Hein? Si l'objectif n'est pas de réduire les coûts salariaux, il faut que l'employeur, dans l'accord, prenne des engagements précis sur l'emploi. Autre point de vigilance, pour ce qui va rester, ben la charge de travail. Vérifiez ou faites vérifier qu'elles ne vont pas s'alourdir, que les conditions de travail ne vont pas devenir insupportables. Alors sur ces 3 points, rappelez-vous que votre expert, il va pouvoir vérifier, il va pouvoir suggérer, il va pouvoir vous suggérer notamment des propositions alternatives, des préconisations, il va les chiffrer et il va vous fournir des arguments. Voilà. Donc ça, c'est les points de vigilance. On en a terminé avec la présentation. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la phase questions-réponses. D'ailleurs, du coup, je vais revenir peut-être en visio. Surtout si je retrouve... Ouais, là, il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées, donc je vous invite à les poser si ça va commencer à arriver. J'en ai peut-être une avant. Est-ce que tu peux nous rappeler les obligations de l'employeur en termes de réembauche, priorité de réembauche, peut-être dans le cadre du PDV, PSE, et puis on pourrait dire pas de priorité dans le cadre d'une RCC. Attends, excuse-moi, je suis désolée, je vous demande 2 petites minutes. J'essaie de revenir à la réunion et de voir tout le monde. Là, tu auras les noms, mais… Non, mais c'est que je n'arrive pas à revenir sur la… C'est Cisco. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, c'est là, je crois. Ok. On te voit de toute façon. Hein. Ouais. Ouais, mais moi, ça m'agace de ne pas voir. Bon, enfin bref. Alors, vas-y, repose ta question. Je te disais sur les priorités en termes de réembauchage qu'il peut y avoir dans le cadre des PSE. Est-ce qu'on les trouve également dans les PDV autonomes? Pardon? On peut la faire mettre. On peut la faire mettre. Et est-ce qu'on peut… La priorité de réembauche, elle est attachée au licenciement. Et même s'il y a un licenciement. Oui, parce qu'il y a une question, par exemple, qui était de dire si un volontaire regrette plus tard, est-ce qu'il doit être repris par l'employeur? Eh ben, on peut prévoir une période de rétractation. C'est la période de rétractation. D'accord. Si c'est négocié, hein. C'est négocié. Dans le cadre de la rupture conventionnelle, on peut le faire, oui. Encore une fois, vous allez négocier. Louis, il a raison d'insister là-dessus. Vous ne subissez pas, là. C'est vous qui avez la main. C'est pas de bras, pas de chocolat. Ouais. Alors, il y a une question qui est intéressante, toujours par rapport à l'expert et qui finance quoi? Telle qu'elle est posée, hein, l'employeur peut-il obliger le CSE à payer l'expert avec le budget de fonctionnement en cas d'excédent? Alors, excédent, je ne sais pas par rapport à quoi. Il faudrait peut-être qu'on nous explique. La règle, c'est de droit. En cas de PDVA, l'expert est financé à 100% par l'employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, l'employeur peut contester. Il peut contester. Dans ces cas-là, le CSE peut, mais devant les juges. C'est-à-dire l'excédent, ça veut dire qu'un juge dit qu'il y avait trop. Et effectivement, le CSE peut, sur son budget de fonctionnement, payer l'expert. D'ailleurs, généralement, maintenant, on vous dit s'il y a contestation. Après, il y a des experts qui ont des prix très raisonnables et qui n'ont jamais vu de réduction de leurs honoraires devant le juge, hein, bien qu'ils étaient… Nous, on ne s'est jamais fait réduire les honoraires. Il y en a, oui, comme dans tous les métiers, dans le nôtre, il y a des margoulins. Mais tant qu'on est raisonnable, et par ailleurs, si là, dans la RCC, c'est ce que vous négociez qui va s'appliquer. Alors, j'ai une question sur la limite. La question telle qu'elle est posée, c'est l'employeur peut-il limiter le nombre de départs? Bon, la limite du nombre de départs, a priori, tu me dis si je me trompe, il a un projet de départ volontaire, donc c'est lui qui va calibrer au démarrage le nombre de postes qu'il estime devoir… le nombre de départs. Le nombre de départs. Il peut avoir un projet organisationnel dans lequel il supprime des postes, c'est lui qui choisit. Et ensuite, dans le licenciement qui suit, il dit ça n'est que du départ volontaire, je veux tant de partants.
rupture conventionnelle collective, c'est l'accord qui prévoit le nombre. Donc, il ne peut pas vous imposer son nombre, sinon vous ne signez pas. Ouais. Quid de la situation de la protection des élus? Dans le cadre d'une RCC, dans le cadre d'un PDVA? Dans tous les cas, l'inspecteur du travail doit autoriser leur départ. D'accord. Si D'accord. Alors, une question que tu aimes bien. Si l'accord a été signé, voilà, les partenaires sociaux se sont mis d'accord, ça a été validé par la directe, et puis on constate que la direction ne respecte pas les engagements. Quels sont les recours possibles? Alors, il y a déjà quelque chose que vous pouvez faire en amont, quand c'est négocié, c'est faire intégrer ce qu'on appelle une clause pénale, c'est-à-dire si la direction ne respecte pas ses engagements, par exemple de ne pas eh bien, elle versera des dommages-intérêts. Ça peut être prévu par l'accord. Mais par ailleurs, déjà, vous informez l'inspection du travail que la direction ne respecte pas les engagements ne respecte pas ce que la direction l'a obligé à faire. Par ailleurs, il y a une action devant les juges qui s'appelle une action en exécution du contrat de travail, de la convention collective, de l'accord collectif. Après, je vais vous dire, à un moment, si la direction, pour l'obliger, c'est comme vous, il n'y a que le juge, hein, si elle ne veut pas. Bon, enfin bon, si elle a signé, moi, je sais bien qu'il y en a qui essayent, hein. Mais dans ces cas-là, vous prévenez l'inspection du travail. Et alors, si vous avez des doutes, en amont, faites mettre donc dans l'accord une clause pénale. Si l'employeur prend tels engagements, s'il ne les respecte pas, il versera tant aux salariés, à chaque salarié concerné. C'est une clause pénale. Les premiers accords de maintien dans l'emploi, ceux qui étaient tout à fait acceptables puisque négociés par les partenaires sociaux en 2013, ils prévoyaient, il fallait absolument une clause pénale. Ouais. Il y a une question. Sur les APC, je dis qu'il faut en mettre une aussi. Ouais, il y a une question qui vient compléter ce que tu disais par rapport à l'autorisation de la directe pour le licenciement des salariés protégés. S'il y a 3 élus qui sont menacés par un PSE suite aux critères, à l'activation des critères, est-ce que la directe peut interdire ces licenciements? Ah, mais là, on n'est plus dans le cadre du PDVA. Non. Bah oui. De toute façon, même quand ils sont désignés, quand un élu est désigné par l'ordre des licenciements, de toute façon, il faut demander l'autorisation à la directe. La directe, elle va vérifier quoi? Que ce n'est pas à cause de son travail d'élu qu'on l'a visé, qu'en plus, il va rester des représentants du personnel. Elle va vérifier plein de choses, hein. Et même d'ailleurs, du coup, quand c'est un salarié protégé, elle va vérifier la réalité du motif économique. C'est une situation actuelle, on rencontre ça en ce moment, employeurs qui ont détouré des critères de telle manière que ça tombe, c'est sûrement par hasard, mais exclusivement sur des élus. Eh bien, le conseil, moi, quand je fais mes formations PSE, là, celles qui durent, c'est dès que vous avez reçu les projets de l'employeur, vous appelez la directe, vous prenez rendez-vous pour dans 3-4 jours ou un peu plus avec. Si vous voyez ce genre de choses, il faut le lui indiquer. Elle ne connaît pas la boîte. L'inspecteur ou l'inspecteur du travail qui va instruire le dossier ne connaît pas l'entreprise. Et ce n'est pas parce que son interlocuteur officiel, c'est seulement l'employeur, que vous ne devez pas être en contact avec lui. Ok. Il y a Véronique qui a posé une question, mais je lui demande de préciser. Donc j'attends le retour. Et si d'autres veulent poser d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que si la directe ne répond pas, Nathalie, si la directe ne répond pas par rapport à cette question sur la protection des élus, le licenciement des élus protégés, est-ce que ça vaut pour validation? Non-réponse. Alors, d'abord, c'est l'inspecteur ou l'inspecteur du travail qui doit autoriser. Et de toute façon, on n'a pas le droit de licencier un salarié protégé sans, consulter le CSE. 2, une fois qu'on l'a consulté, on a 15 jours pour adresser la demande. C'est interdit. Ça veut dire que là, si c'était le cas, de toute façon, le licenciement serait annulé. C'est même pas sans cause réelle et sérieuse, il sera annulé. Réintégration de droit à son poste. OK. Alors, néanmoins, faut pas croire que parce qu'on est élu, on est réellement protégé. Il y a des milliers de salariés protégés qui sont licenciés chaque année. Malheureusement, des dizaines de milliers. Bon, voilà, j'ai été prudent pour ne pas faire peur. Je ne suis pas dans les 2/3 des emplois non plus. Il y a effectivement des milliers. J'avais en tête 5000, mais ça a peut-être augmenté, effectivement.
Donc oui, il y a des salariés protégés qui peuvent être licenciés. Donc il faut se battre. Alors évidemment, s'il n'y a plus que des salariés protégés dans l'entreprise, ça ne vaut pas. Hein. Mais si l'employeur se débrouille pour détourer des critères en vue de virer les seuls représentants du personnel, s'il y a une surreprésentation des représentants du personnel, puis dans tous les cas, on va se battre et on défend nos collègues. Et effectivement, on commence par la direction du travail et on ne laisse pas faire, on va rencontrer la direction du travail, on écrit, mais c'est mieux d'aller rencontrer et effectivement, comme l'a dit Nathalie, expliquer la situation de l'entreprise et montrer en quoi ce licenciement est un ciblage contre la représentation du personnel. Alors, même si c'est un ciblage tout court. Et je reviens sur les licenciements de salariés protégés. Il faut être honnête, on assiste depuis quelques années à une augmentation du nombre de demandes et une augmentation du nombre d'acceptations. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a 15-20 ans, les inspections du travail ont été intégrées aux directions régionales, entreprises, concurrence, consommation, travail-emploi, les directs. Dans le temps, le patron de l'inspection du travail, c'était un ancien inspecteur du travail. Métier qu'on choisit rarement pour l'argent, hein, vu ce qu'ils sont payés, vu le niveau qu'on leur demande d'avoir. Le patron de la directe, maintenant, c'est un énarque. Alors, l'inspecteur du travail, souvent, il refuse. Et l'employeur fait ce qu'on appelle un recours hiérarchique, c'est-à-dire qu'il va demander au direct de casser la décision de son subordonné. Et les directs, il faut être honnête, les directeurs, ils sont beaucoup plus enclins à accepter des licenciements. Mais rappelez-vous que derrière, il y a des recours contentieux. Vous pouvez aller devant le tribunal administratif, qui connaît bien. Et on voit aussi beaucoup de licenciements de salariés protégés qui sont annulés par les tribunaux. Et dans ces cas-là, c'est annulé, c'est pas licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc c'est réintégration de droit au poste de travail, paiement des salaires qui auraient été dus depuis la date du licenciement, et si c'est vraiment impossible ou que le salarié veut pas, un tiers réparation du préjudice. Il n'y a plus de barème Macron là. D'accord. La question que voulait poser Véronique, j'ai demandé des précisions, concerne, vous savez, les salariés qui peuvent avoir des clauses de non-concurrence dans leur contrat. Dans le cas des les salariés qui ont des clauses de non-concurrence dans leur contrat. Alors, et quoi? Et qui seraient amenés à être volontaires dans le cadre d'un PDVA ou d'une RCC. Alors, est-ce qu'on peut faire sauter cette clause? Ah bah il vaut mieux. Plutôt, hein? Oui, il faut la faire sauter. Dès le départ. Mais alors attention, si la clause de non-concurrence, elle saute, l'indemnisation de la clause saute avec, hein. De toute façon, à chaque rupture, tous les gens qui ont des clauses de non-concurrence, au moment où ils rompent le contrat de travail, que ce soit un licenciement perso, éco, un départ volontaire, une démission, une rupture conventionnelle, il faut qu'ils abordent le projet avec l'employeur en disant « Est-ce que vous maintenez ma clause ou pas ?» Et au moment, avant le départ, hein, parce qu'on voit des employeurs qui, 3 mois après, disent « Non, finalement, je ne la maintiens pas, donc je ne vous paye pas la réparation. » C'est ça, c'est pour ça que je dis bien avant quand même de préciser ces choses-là, parce que souvent, une fois que la personne est partie, effectivement… Finalement, je vous la… Non, non, ben non. Ah bah oui, ben je ne vous la paye pas puisque je ne maintiens pas la clause de non-concurrence. Je vois que vous ne trouvez pas de boulot. Il ne faut pas laisser ça à la négociation individuelle. Il faut évidemment intégrer ça dans l'accord. Ah oui, non, mais je parle des autres formes de départ. Ah oui, il faut l'intégrer dans l'accord. Ouais. Une dernière question, enfin, peut-être qu'il peut y en avoir d'autres, mais une autre question plutôt. On disait tout à l'heure, attention aux ruptures conventionnelles individuelles qui pourraient arriver à Gravelotte après une procédure comme celle-là. Là, la question, c'est si on constate un nombre de démissions entre guillemets poussées. Alors, est-ce que ça pourrait être considéré comme étant un PSE déguisé? Ça, il faut le prouver, hein. Ouais, c'est tout le problème d'arriver à prouver que c'est bien des démissions poussées. Il y a une jurisprudence constante qui dit que pour que le départ d'un salarié soit considéré comme une démission, il faut que la démission soit claire, non équivoque. Okay. C'est-à-dire que l'employeur, il doit quand même faire bien écrire au salarié « je démissionne de mon propre gré » et tout. Mais là, c'est à vous d'être attentif, c'est aux élus d'être attentifs. Je vous rappelle que tous les ans, dans le cadre de la consulte sur la politique sociale, vous pouvez faire un point sur les entrées, sorties, les motifs de départ, etc. Hein. Nous, on le fait quasiment à chaque fois. Hein. Oui, oui, mais après, c'est effectivement de connaître véritablement les motifs de démission. Là, c'est une autre affaire et je pense qu'effectivement, c'est dans l'interpellation directe. Les employeurs, ils ne sont pas bêtes. Maintenant, ils proposent de la rupture conventionnelle parce qu'un salarié, quand on lui propose une RC, il sait bien que s'il dit non, de toute façon, il va finir au placard. Hein. Donc, il l'accepte. Il passe par la démission forcée.
Et puis, il faut leur rappeler qu'ils peuvent aller voir leurs représentants. Enfin, moi, j'ai été élu du personnel, il m'est arrivé d'aller dire, dites là, il n'y a pas un souci là avec ce manager, il n'aurait pas tendance à harceler un peu les gens dont il veut se débarrasser? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, pour moi, ça fait partie du rôle du représentant du personnel. Complètement. Louis ne me contredira pas. Non, non, c'est ce qu'on fait dans la vie courante, normal. Très bien. D'ailleurs, en général, quand on adresse le N+1, enfin le N+2, ça se passe plutôt bien et le N+1 se... Mais bon, faut Je réponds surtout là. le faire, c'est notre boulot, hein, c'est notre boulot d'élu, c'est notre boulot syndical. Il suffit pas de se la jouer Calimero ou de dénoncer dans des tracts violents, etc. Non, il faut faire le boulot, c'est-à-dire aller voir les patrons et leur dire là, ça va pas pour telle raison. Maintenant que vous êtes au courant, c'est vous qui êtes responsable, faites la correction nécessaire. Et le manager intermédiaire, généralement, il n'aime pas. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi mobiliser l'inspection à la médecine du travail. Je vous rappelle que dans toutes les réunions du CSE où on traite des questions santé, sécurité, conditions de travail, le médecin du travail est de droit invité, est présent, ainsi que l'agent de la CARSAT en charge de la sécurité et de la prévention, et que sur demande de la majorité des élus titulaires, on peut faire venir un inspecteur du travail. Vous voyez avec lui avant, vous dites on veut mettre ce point à l'ordre du jour, c'est-à-dire des démissions forcées, vous invitez l'inspection du travail et vous lui faites constater. Et évidemment, je ne sais plus qui vient aller, oui, vous le mettez dans le PV de CSE. Je voudrais rajouter quand même la direction n'a de considération pour nous, syndicats, que dans la mesure où on pèse, où on représente vraiment les salariés. Si on a un score ridicule aux élections, eh bien, on a une attention ridicule de la part de la direction, hein, même si on est des gens bien. Et puis, par ailleurs, c'est la même chose pour les salariés. Donc, c'est tout simple et mécanique. Il faut gagner les élections, il faut gagner le cœur et l'esprit des collègues, il faut leur demander leur avis, il faut qu'ils sachent ce qu'on fait quand on négocie, il faut au maximum communiquer avec les salariés. C'est parce qu'on les représente et seulement parce qu'on les représente correctement que nous sommes dignes de négocier et que nous avons des résultats dans les négociations. Si on fait l'impasse dans la relation avec les salariés, si on leur demande pas leur avis, si on fait des choses qui sont contraires à leur intérêt ou à leurs souhaits, on n'est pas à notre place et c'est normal si on se fait botter les fesses après dans les élections. Donc l'élection c'est pas le Graal, c'est un moyen en fait. Hein. À partir du moment où on est reconnu par les salariés comme les représentants des salariés avec un score correct. Je me satisfais pas de la représentativité, bien sûr, il faut aller bien au-delà. Et dans ces cas-là, on obtient le respect et des salariés et le respect et de l'employeur. Et c'est grâce à ça qu'on peut négocier efficacement. Je dis ça parce qu'on a très vite tendance à dire c'est pas conforme au droit, la direction respecte pas les accords ou les choses comme ça, et on imagine qu'on va résoudre le problème avec les autres moyens que sont l'inspecteur du travail, que sont les avocats, etc. Ben non. Si on veut de manière pérenne et efficace corriger ça, il faut être les représentants du personnel. J'applaudirais bien. Ça, c'est le petit couplet pour dire, bien sûr qu'il faut aller voir l'inspection du travail, dans les cas qu'on a évoqués récemment, précédemment, mais il n'y a rien qui remplace le fait qu'on fasse vraiment notre boulot dans l'entreprise. Ok. Il y avait un point sur lequel peut-être on peut revenir très, très brièvement. Il y a une question qui pose sur la question de la rétractation possible d'un salarié dans le cadre d'une RCC qui aurait accepté donc d'être volontaire et de combien de temps il dispose. Pour cela, il faut que ce soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, négocié et que justement. C'est une clause obligatoire. L'accord doit prévoir un délai raisonnable de rétractation. Voilà. Et c'est pas toujours. Hein. Ouais. Non, mais de toute façon, s'il n'a pas tous ses départs, il va passer au PSE. Hein. Absolument. Ok. On va peut-être pas retenir Nathalie. Nathalie, normalement, on doit terminer vers 17h. 30, j'avais dit, mais bon. Si vous avez encore des questions, on peut poursuivre.
S'il n'y en a plus, effectivement, parce que là, pour le coup, mon petit-fils, ils sont allés le chercher, là. Et il a 5 ans, quoi, donc il est en forme, lui. Voilà. Donc, mais bon, il y a mes coordonnées, normalement, donc Oui, il y n'hésitez a les pas coordonnées. à... Oui, oui, on a mis nos coordonnées aussi, effectivement, dans le support qui sera à votre disposition. J'ai vu que Est-ce que Benoît, c'est toi qui vas l'envoyer? le message était passé. Est-ce que tu Le support, le 60, on va mettre à disposition le support et l'enregistrement. Ok, alors juste, est-ce qu'on peut t'envoyer une slide à intégrer au support ou une nouvelle version du support qui présente nos différentes prestations, notamment nos Absolument, formations? bien Hein, sûr, Benoît, tout tu à pourras fait. renvoyer ça en mettant la slide, tu sais, pour aller plus loin? Tout Oui, à oui. fait. Ça permet aussi de renvoyer au fait que ce que nous faisons là, ce webinar, c'est parce que on n'a pas eu la possibilité de faire des forums en présentiel. On se rend compte que c'est pas mal et que les gens, que vous êtes intéressés par ce format-là, mais en aucun cas ça remplace les formations plus longues sur le sujet, en présentiel ou pas, mais essentiellement en présentiel. Et donc, surtout, aller en formation, aller en formation, aller en formation. Premièrement. Deuxièmement, si on fait appel à Sextant et qu'on en parle de manière positive, c'est parce qu'on a une expérience très positive avec Sextant dans un certain nombre d'entreprises et avec le 60. Donc, si vous avez possibilité de suivre des formations avec Sextant, vous voyez bien la qualité des intervenants. N'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de le faire via le CSE, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, vous avez les formations organisées par la CFTC, par la Confédération, par les régions. N'hésitez pas, il faut se former, on a des droits là-dessus et on ne se forme pas assez. Donc oui, j'intégrerai la page qui va bien dès que Merci vous beaucoup. me le transmettrez.